Donc nous allons démarrer par une présentation de SAD concernant TheHive, qui est, pour faire simple, un outil de ticketing dédié au SOC, certes, et qui permet de lier les tickets à tout ce qui est réponse à incidents, threat intelligence, etc., en version ultra réduite. Suivi d'une présentation d'un consultant indépendant venu des montagnes suisses, et enfin la revue d'actualité. Ce mardi sera un peu plus court que les autres parce que la présentation de Nicolas sera assez courte et la revue également, donc voilà. Ça marche. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Saad Kadi, donc, comme l'a dit Vlad. Donc, je suis responsable du CERT Banque de France et je vais vous présenter donc, TheHive, qui est ce qu'on appelle, qui convient d'appeler un SIRP, un Security Incident Response Platform. Et du coup, donc, je vais passer en revue ces fonctionnalités majeures, et surtout qu'est-ce qui nous a amené à le concevoir et à le mettre en open source. Et puis après, on va aussi parler de Cortex, donc, qui est son, on va dire son sidekick, qui permet de faire de l'analyse d'observables à grande échelle. Donc la présentation se veut interactive, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment, surtout qu'on est peu, si vous avez des questions. Donc on va commencer par un certain nombre d'observations. Donc rien de nouveau par rapport à ce que, enfin, je suppose que vous connaissez. Donc vous savez, si vous êtes là, c'est que vous avez tous qu'on est dans un paysage de menaces extrêmement chargé, que WannaCry, NotPetya, blablabla, etc., etc., toute la faconde qui va avec notre discours sécuritaire. Donc du coup, ce qui se traduit par un nombre très élevé, de plus en plus élevé, en tout cas depuis que j'ai commencé à faire ce métier de réponse à incidents en début 2008, d'événements sécurité. Et qui dit très haut nombre d'événements sécurité, ça veut dire aussi, derrière, on doit pouvoir les traiter, mais on a plusieurs problèmes. D'abord, en fait, le manque de ressources, le manque de gens talentueux sur le marché, en France en tout cas, parce que la plupart partent à Zurich, j'ai entendu dire. Non, mais ça, il ne faut pas écouter les rumeurs. Ah oui, oui, ouais. les 30. Ah oui, beaucoup plus loin. Ouais. Non, il y a plein de gens compétents, il y a juste des services ressources humaines qui sont incompétents. Ouais. Qui, justement, ne savent pas les embaucher, les garder, les rémunérer, voilà. Les entretenir. On a juste un problème d'incompétence des ressources humaines. Depuis longtemps. Ensuite, bien sûr, on a un temps limité, de l'argent limité, et puis la complexité donc, des SI qui va en augmentant. Donc il faut quelque chose pour faciliter tout ça. Donc l'idée, c'est effectivement d'accentuer tout ce qui est automatisation, tout ce qui est automatisable, et la collaboration. Parce que dans le monde de la réponse à incident, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je sais tout faire, etc., donc soit c'est quelqu'un qui vaut des millions d'euros sur le marché, soit il n'existe pas. Tout ça, bien sûr, nécessite en fait un processus d'amélioration continue. Ce n'est pas du one-shot pour pouvoir driver un peu l'activité et faire en sorte de plus en plus d'être plus efficace dans le traitement des événements de sécurité. Pour le domaine très fascinant de l'investigation numérique et de la réponse à incident, si Hervé me dit informatique, donc informatique, ok. Donc c'est un travail d'équipe d'abord. Donc, c'est comme je le disais, ce n'est pas du one man ou one woman show. Et si je prends un parallèle de ce qu'avait dit Eric Raymond, donc, on suppose qu'avec assez de personnes, assez de compétences autour de la table et assez de façons de penser, on pourrait rendre toutes les menaces, on pourrait se prémunir de toutes les menaces, ou en tout cas détecter et réagir par rapport à toutes les menaces. Bon, bien sûr, c'est un vœu pieux. Mais... Pardon ? Lui, il le disait pour le code source de Linux. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Il y a un périmètre limité, en fait. On sait exactement. De code il y a, alors que le nombre de menaces... Non, mais c'est ce que je viens de dire. C'est un vœu pieux. Tu n'as pas entendu la... Tu as préparé ton troll pour réagir, et j'ai dit c'est un vœu pieux. Voilà. Donc, effectivement, c'est un idéal. Voilà, qui n'existe pas malheureusement sur le terrain, en tout cas d'après mon expérience. Et en plus de ça, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus d'amélioration continue. Ça veut dire qu'on doit toujours viser à améliorer, donc à driver cette activité, à l'améliorer et essayer de trouver
des choses, par exemple, qu'on fait souvent manuellement ou qui nous prennent beaucoup de temps pour essayer de les automatiser et accélérer le traitement pour éviter justement de perdre du temps sur des choses insignifiantes et se consacrer sur les choses ou les menaces un peu plus critiques. Et comment faire ça? Donc c'est grâce en tout cas à des stats, des tableaux de bord qui sont vraiment opérationnels et qui ont un sens. Ce n'est pas juste le camembert qui va faire plaisir au boss. Enfin, dans ce milieu aussi, on dit souvent « sharing is caring ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi, j'ai fini mon investigation, j'ai collecté tout un tas de marqueurs de compromission, IOC ou Indicator of Compromise. Je juge avoir fait une réponse satisfaisante, j'ai réagi correctement. J'ai déroulé mes 5-6 phases de réponse à incident, éventuellement avant d'atteindre la phase Lessons Learned. Donc, l'idée, c'est de passer ces marqueurs à mes pairs, à des gens avec qui, de l'extérieur, d'autres certes, qui pourraient en avoir besoin pour justement détecter la menace. Bon, les Américains ont tendance à dire que My detection is your prevention. OK, ça c'est fait, mais ce n'est pas vrai dans la réalité. Mais ce qu'on a constaté, nous, dans notre expérience, c'est que, pas toujours, mais assez fréquemment, c'est quand on donne quelque chose, on reçoit quelque chose en retour. Et généralement, c'est d'autres IOC. C'est-à-dire que typiquement, nous, on n'a vu qu'un aspect de l'incident, de la menace. En passant nos marqueurs à d'autres, eux, ils vont enrichir ça parce qu'ils vont, par exemple, trouver d'autres expéditeurs de mails frauduleux. Ils vont trouver d'autres pièges jointes. Ils vont trouver éventuellement d'autres connexions de type C2, Command and Control, et ainsi de suite. Donc finalement, on donne par générosité, mais aussi on s'attend à avoir un retour. Mais s'il n'est pas là, ce n'est pas grave, parce qu'on contribue en tout cas c'est notre conviction, à rendre, on va dire, Internet un peu plus sûr. Donc, comment pouvoir donc arriver à tout ça? C'est-à-dire qu'on a parlé de DEFIR qui est un travail d'équipe, on a parlé du partage, on a parlé de l'automatisation, de la collaboration. Donc, en début 2014, donc moi je suis arrivé ici fin 2013, et j'avais déjà fait réponse à incident chez d'autres institutions. Et à l'époque, je traitais mes incidents, souvent je les suivais par Excel ou des choses comme ça. Donc, et c'était complètement insatisfaisant, bien sûr, ou des outils de ticketing, mais vraiment dédiés IT de manière générale. Donc on a commencé à rédiger des specs. Donc d'abord, comme je le disais, sur l'automatisation et la collaboration. On voulait, donc on est en équipe, donc on voulait laisser l'opportunité à plein d'analystes ou d'incident respondeurs, ou appelez-les comme vous voulez, donc des gens qui travaillent dans le DEFIR, à travailler sur de multiples cas, de multiples investigations, de manière simultanée en même temps. Aussi, permettre la collecte d'éléments techniques, des observables, des adresses IP, des hashes, des fichiers, ce que vous voulez, et rendre leur analyse aussi facile que possible. Parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez, je disais que nous, en tout cas, on a rencontré un souci de recrutement. Du coup, on a dû intégrer dans nos équipes des gens, soit des très juniors, soit des gens qui viennent d'un autre domaine de l'informatique, mais qui n'a rien à voir avec la sécurité. Donc, on ne va pas demander à ces gens-là de se former rapidement pour pouvoir, je ne sais pas, soumettre correctement, je dis bien correctement, un fichier à VT et en extraire, VirusTotal, pardon, et en extraire la substance scientifique moelle. Donc l'idée, c'est de rendre cette analyse aussi facile que possible et permettre à ces gens-là de pouvoir dégrossir un peu le terrain et passer éventuellement le bébé à du niveau 2 ou niveau 3. Et même pour le niveau 2, niveau 3, donc automatiser un maximum de choses, parce qu'on a constaté aussi que nos experts, entre guillemets, chacun y allait de son petit script, qui faisait quelque chose d'un peu différent du voisin. Mais c'était son script à lui. Bien sûr, il est meilleur. Donc l'idée pour nous, c'était de tuer cette initiative, de chacun de créer à peu près la même chose, de son côté, bien sûr pas documenté, et quand il n'est pas là, derrière, va faire tourner le truc, donc ouvre ton Python et vas-y, lis le code et après tu comprendras. Donc l'idée, c'est de tuer ce type de choses en permettant au premier qui arrive de créer quelque chose, de la mettre à disposition de tout le monde de manière très facile, et puis eux, les autres qui ont des idées complémentaires, pourront contribuer à ce code. Et enfin, permettre l'indexation de ces observables, parce que finalement, le passé est très, très intéressant.
l'histoire est très intéressante. C'est-à-dire que quand on tombe sur un observable qu'on a déjà vu ailleurs, par le passé, on voudrait savoir justement dans quel cas, comment on l'a traité, est-ce que ça mérite de brûler du pétrole ou pas, et ainsi de suite. Et au-delà de ça, on voulait aussi garder une sorte de piste d'audit pour pouvoir savoir qu'est-ce qui a fait quoi dans la plateforme à quel moment. Ça permet aussi comment dire, d'optimiser ce que je disais tout à l'heure, des activités qu'on fait souvent, etc., et sur lesquelles on constate qu'on perd du temps, quand c'est possible, bien sûr. On voulait aussi quelque chose qui permette de changer son comportement suivant le TLP. Donc TLP, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le Traffic Light Protocol. C'est, on va dire, un standard de facto entre CERT et CCIRT. Donc l'idée, c'est, en fait, il y a 4 niveaux, donc White, Green, Amber et Red. Donc ça permet, ce n'est pas une classification de l'information, mais en gros, ça permet de dire à celui qui reçoit l'information qu'il peut en faire. Donc si je vous communique une information qui a été TLP Red, normalement ça doit rester chez vous. Vous ne pouvez pas le communiquer à des tierces personnes. Vous ne pouvez pas, par exemple, je vous communique un fichier en TLP Red, bien sûr, vous ne pouvez pas l'uploader sur VT pour l'analyser. En revanche, peut-être que si vous calculez le hash, donc le hash ne sera plus TLP Amber, mais permettra éventuellement d'être analysé sur VT juste pour savoir est-ce que VT a déjà vu le truc ou pas. On voulait aussi quelque chose qui offrait une API ouverte, documentée, pour pouvoir extraire des IOC, les envoyer ailleurs, et aussi créer, on voulait un fort interfaçage avec MISP. Donc MISP, Malware Information Sharing Platform, donc je dirais que c'est la plateforme du moment, ou du moins des dernières années, pour permettre aux équipes CERT, SOC, CCIRT d'échanger des marqueurs de compromission. Donc on est en très bonne relation avec le Circle, donc le luxembourgeois, et Alexandre Dulenoy notamment. Et dès le départ, MISP à l'époque était encore assez jeune, pour ne pas dire très jeune, et on voulait dès le départ quelque chose qui s'intégrait avec ça, parce que on voyait, on va dire, émerger autour de nous des MISP à droite et à gauche. On voulait aussi quelque chose qui puisse ingérer des rapports, je fais du franglais, des signalements, des notifications par mail. Quand un utilisateur, par exemple ici, nous avons en fait un bouton dans Outlook qui permet aux utilisateurs, dès qu'ils voient un mail suspect frauduleux, de nous l'envoyer automatiquement. Donc juste qu'ils cliquent sur le bouton, ils peuvent mettre du contexte s'ils veulent, et puis après ils l'envoient, ça arrive au bon format pour qu'il puisse être analysé, décortiqué par l'équipe. Ça nous permet aussi, donc derrière, de recevoir éventuellement des alertes SIEM. On voulait aussi, ce que je disais, des statistiques, faciliter la rédaction de rapports, et ainsi de suite. Mais on ne voulait surtout pas d'un outil de ticketing au sens strict du terme. C'est-à-dire que, étant assis derrière un ordinateur toute la journée, on voulait vraiment quelque chose qui nous permette d'interagir avec nos utilisateurs. Et on ne voulait pas quelque chose, ils envoient un mail et puis ils reçoivent une réponse automatique du type merci pour votre notification, ça sera traité par votre super CERT en 2 heures, 1 minute ou 40 secondes. L'idée, c'est qu'on voulait vraiment, même si c'était lourd, même si ça nous alourdissait dans nos processus, etc., on voulait vraiment apporter, autant que faire se peut, des réponses personnalisées à nos utilisateurs, pour qu'ils perçoivent derrière que ce n'est pas un robot, que ce n'est pas un algorithme, c'est vraiment des êtres humains avec qui ils peuvent échanger, et puis après, derrière, ils peuvent aussi établir des relations. C'est ainsi que, en tout cas de notre expérience, on augmente la capacité de détection du HIDS, donc Human Intrusion Detection System, qui est aujourd'hui pour nous un super moyen de détecter des mails frauduleux, entre autres. Mais aussi, il nous remonte aussi pas mal de faux positifs, type scam, spam en tout genre, mais ce n'est pas grave. Et on ne voulait pas pousser l'automatisation jusqu'à un point où ça serait au détriment de nos relations sociales, de notre équilibre quelque part mental. Donc il y a 3 ans, donc début 2014, donc une fois armé de ces specs, on va sur le marché. On se dit ok super, on va acheter. Donc on fait un peu le tour des commerçants, des boutiques, et finalement on n'a pas trouvé des solutions qui correspondaient exactement à notre besoin, en tout cas qui en répondaient à la majeure partie. Bon, bien sûr, Excel OneNote, je le mentionne parce que c'est la solution du pauvre. OneNote est pas mal parce que ça permet à plusieurs de collaborer en mode texte, mais derrière, pour indexer les observables et pouvoir les analyser at scale,
c'est pas le cas. Abuse Helper, donc RTIR, je ne vais même pas en parler parce que, en tout cas, moi, ça me donne des frissons. MISP, ben, finalement, c'est que de la collecte et du partage de marqueurs de compromission. CIF, Collective Intelligence Framework, donc ça, c'est un vieux coucou en Perl qui, et je n'ai rien contre Perl, qui... Hein? Ouais, non. Qui ne fait que ramasser des feeds et les permettre de les indexer pour savoir si, par exemple, un observable se trouve dans ces feeds, donc ça ne répond absolument pas aux besoins. Et puis, on était tombé sur une solution commerciale qui, à l'époque, s'appelle Couchbase Systems. Donc, depuis qu'il est devenu Resilient Systems, c'est qu'il est devenu IBM Resilient Systems. Et donc, à cette époque-là, on avait vu la solution de manière assez brève, mais on sentait que ça ne répondait absolument pas aux besoins, notamment sur l'analyse. L'analyse, à l'époque, la plateforme a dû certainement bien évoluer depuis, mais elle faisait uniquement de l'analyse GeoIP, c'est-à-dire que ça pouvait dire où se trouvait une adresse IP. Merci. Et puis, avant de commencer à faire quoi que ce soit comme travail, on sentait que c'était très drivé par des checklists à l'américaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit, l'analyste devait rentrer l'incident dans une case. Mais qu'est-ce que j'en sais quand je commence une investigation si mon phishing n'est pas une attaque ciblée? Si mon phishing, finalement, ce n'est pas pour masquer autre chose? Si mon phishing, ça ne va pas générer un autre incident derrière? Donc il fallait rentrer dans une catégorie, dans une case, dans une boîte, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et non, on ne voulait surtout pas de ça. On voulait, à un certain moment de notre investigation, quand on avait une confiance assez élevé dans ce qu'on faisait, de pouvoir le rentrer dans une case, mais pas au début. Donc on a décidé de construire quelque chose plutôt que de l'acheter. Donc c'est ainsi qu'on a construit The Hive. Donc c'est de la French Tech, 100% pur jus. Donc c'est une plateforme qu'on dit entre guillemets à 3 en 1. Ça permet de collaborer, donc après on va faire une démo, vous allez voir. Ça permet de découper un incident par tâche, et donc chaque tâche, on va avoir des worklogs pour permettre aux gens de collaborer. Ça va permettre aussi d'analyser et de stocker, indexer les observables. C'est une solution d'entreprise parce que ça supporte du LDAP, de l'Active Directory et de l'authentification locale, les trois en même temps si on veut, justement pour être utilisé en environnement d'entreprise. Et bien sûr, avant que Nicolas qui prépare sa cartouche derrière, si vous utilisez le DAP ou Active Directory, n'utilisez pas le DAP ou Active Directory sur lequel vos utilisateurs normaux s'authentifient parce que s'il se fait pawner, derrière, on a accès à The Hive, on a accès à plein de trucs. Donc généralement, il vaut mieux dédier un DAP ou Active Directory à côté si vous voulez utiliser ça comme méthode d'authentification. Est-ce que ça supporte le second facteur? Ah non, pas encore, mais on attend ton code. Donc la première version a été mise en production chez nous en octobre 2014. On ne voulait surtout pas, donc on avait dès le départ l'intention de la rendre open source, mais on ne voulait surtout pas d'un yet another open source project. Donc vas-y, proof of concept, le truc un peu pas vraiment fini, etc. Et compter sur la communauté pour nous aider. Donc l'idée, c'est qu'en octobre 2014, donc, on l'avait en production, on a fait plusieurs itérations, plusieurs améliorations, etc. Et en novembre 2016, donc quasiment 2 ans après, donc on l'a sorti en open source. Et là, depuis, donc, de l'autre perspective, ça a très bien pris, parce qu'il y a plusieurs CERT et CCERT à travers le monde qui l'utilisent. Et Cortex, donc, dont je vais parler après, c'est le moteur d'analyse, est sorti, lui, en février. Voilà. Et Cortex aussi est utilisé par certaines équipes pour des besoins différents. Donc je peux citer parmi les utilisateurs, donc il y a ANZ, donc une banque australienne, il y a une néo-zélandaise, il y a CERT-Bund, donc le CERT gouvernemental allemand, il y a plusieurs grandes entreprises en Allemagne qui l'utilisent, il y a le State Department of Texas, il y a plusieurs CERT ou CCERT en France qui sont soit en train de le tester ou l'utilisent. Je cite par exemple le CCERT PJ, donc de la police judiciaire, qui utilise la solution. Donc en termes d'architecture, ça donne quoi? Rien de très différent que ce que vous pouvez voir ailleurs, à savoir en fait on a un front-end qui est AngularJS et Bootstrap. Donc Nabil Adouani qui est là-bas au fond de la salle, c'est notre développeur du front. Salut Nabil. Voilà.
Et dans le back-end, donc c'est du Scala avec du AK et du Play. Sachant que bien sûr le front et les autres systèmes qui s'interagissent avec The Hive s'adressent à lui via une API REST. Et en stockage, on utilise de la Elasticsearch. Ensuite, pour tout ce qui est analyse, donc là c'est où le deuxième composant rentre en jeu, donc c'est Cortex, c'est pareil, c'est du Scala avec AK et Play et une API REST. Et sachant que les analyseurs, donc ceux qui vont faire le travail, à savoir on leur soumet une adresse IP et on leur pose une question, ils donnent une réponse, peuvent être écrits dans n'importe quel langage de programmation supporté par Linux. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons développé des utility classes qui sont en Python et tous nos analyseurs aujourd'hui sont en Python. Mais ça n'empêche pas quelqu'un de développer dans Perl, par exemple. Voilà à peu près le schéma d'architecture. Et en termes de workflow, donc ça c'est vraiment central à The Hive, donc tout passe par la notion de case. Donc une investigation égale un case. Un case, donc ça peut être alimenté donc, par un template. On n'est pas obligé de recréer le même case avec, et les mêmes tâches à chaque fois, analyser les log proxy, analyser les logs SMTP, communiquer avec l'extérieur, demander à Tartampion quelque chose, etc. Donc on peut déjà préparer ce template-là. Les cases, à partir de là, ils peuvent être créés entre guillemets from scratch ou à partir d'un template. Et ils peuvent aussi être créés à partir d'une alerte ou d'un event MISP. C'est-à-dire que, comme on va le voir tout à l'heure dans la démo, The Hive a une sorte de panel dans lequel toutes les alertes qui lui sont envoyées sont renseignées. Et l'analyste va pouvoir prévisualiser ces alertes. Et quand il fait cette action-là, ça va permettre de lui dire la similitude avec un case existant. Ça veut lui dire, par exemple, cette alerte-là qui vient de tomber partage tant d'IOC ou tant d'observables avec un case déjà existant. Et ça nous donne la possibilité soit de créer un nouveau case ou de l'importer dans le case existant. Et après, donc, un case se subdivise en deux parties. Donc une partie qui sont des tâches. Je mets les tâches que je veux. Et une partie où je vais mettre tous les observables. Et après, donc, les tâches, donc, chaque tâche va pouvoir avoir des worklogs. Donc c'est en gros, les gens racontent un peu leur vie. De ce qu'ils font en termes d'investigation et tiennent au courant via le live stream, donc une sorte de bandeau Twitter, de tout ce qui se passe sur la plateforme en temps réel. Et en termes d'observables, donc, je vais les soumettre à des analyseurs. Dès que je les soumets à des analyseurs, je vais avoir ce qu'on appelle des mini-reports, donc qui sont colorisés, pour dire bleu c'est information, vert vas-y tranquille, orange ça mérite une investigation, rouge attention danger. Et puis après, les analyseurs donc, génèrent deux types de rapports, donc le mini-report, le fameux truc en couleur qu'on va voir tout à l'heure, et un long report qui va permettre à l'analyste de voir un peu plus tranquillement ce qui se passe. Il va aussi avoir accès au raw report, comme ça il peut aller pêcher directement dans le raw, qui est en JSON, si elle a envie ou si elle a envie de voir d'autres informations qui ne sont pas dans le long report. Donc ces reports-là, les longues et les longues, ouais, sont générés, et les shorts aussi, sont générés à partir d'un template engine. Donc c'est-à-dire que comme pour les case templates, on peut concevoir ces types de rapports suivant les analyseurs pour ajouter ou retirer des informations. On fournit ces templates pour tous nos analyseurs quasiment. Et puis les gens peuvent le customiser, c'est de l'Angular. L'utilisateur, on se veut vraiment très libre dans la plateforme. L'utilisateur a accès à tout ça, sauf bien sûr la création de case templates et report templates qui sont réservés à l'admin. Et un utilisateur peut changer ce qu'a écrit un autre utilisateur. Donc ça, c'est vraiment une liberté qu'on donne. Bien sûr, on a une piste d'audit qui permet de dire, tiens, Jean-Luc a changé ce qu'a écrit Saad il y a 2 minutes. Et à la place de ça, il a mis ça. Parce que justement, comme il y a des shifts, des gens qui partent, qui reviennent, qui partent en vacances, etc., on veut aussi, s'il y a quelqu'un qui a commis une erreur ou il a mis un log avec pas toutes les informations qui vont bien, on peut laisser la possibilité aux gens de modifier ça ou de compléter ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit sans pour autant attendre son retour de congé. Et donc, comme je l'ai dit, la piste d'audit couvre tout ça. En termes de fonctionnalités majeures, on va avoir la possibilité d'importer et de synchroniser des events à partir de 1 ou plusieurs instances MISP. Si vous avez 3, 4, 5 instances MISP, vous pouvez les connecter à The Hive et il va être capable de recevoir les
les nouveaux événements, vous allez pouvoir les prévisualiser et décider soit vous les importez, soit vous ignorez cet événement ou l'update d'un événement parce qu'un MISP event peut être updaté et ainsi de suite. Vous allez aussi pouvoir faire la même chose pour les alertes venant de différentes sources, que ce soit un SIEM, une alerte qui vient d'un IDS, email, etc. Vous pouvez gérer les cases de la façon dont vous le voulez avec les templates, analyser les observables avec un ou plusieurs cortex, donc The Hive est capable de s'interfacer avec plusieurs cortex. Je vais dire après pourquoi ça peut être important. Et ça va générer des statistiques. Bon, il y a le camembert pour le patron, mais il y a aussi des trucs pour vraiment améliorer l'activité au quotidien. Et enfin, donc les utilisateurs n'ont pas besoin de garder l'interface ouverte tout le temps. Il suffit juste qu'ils mettent le sort de timeline Twitter qui est dedans pour voir les choses arriver. Et notamment, par exemple, quand il y a des nouvelles tâches qui sont créées et ils ont été affectés à personne, juste un clic sur la tâche, ça permet de prendre la tâche pour soi. Et puis après, tout le monde est notifié que Saad va travailler sur cette tâche-là. Donc, je parlais de Cortex. Donc encore, c'est de la French Tech. Donc son but, c'est automatiser donc l'analyse d'observables, donc soit via une RESTful API, donc là je peux en soumettre autant que je veux, soit via une interface web qui me permet de se mettre un par un. L'interface web, on l'a développée uniquement pour les gens qui ne sont pas confortables pour utiliser la RESTful API ou qui n'ont pas de système qui se connecte via la RESTful API ou qui n'utilisent pas de Hive. Et deux, ça permet aux analystes, avant d'aller créer un case dans The Hive et commencer à investiguer pour se rendre compte que c'est rien, juste de prendre par exemple une adresse IP ou un domaine ou quelque chose comme ça et le mettre dans le jeter dans Cortex pour avoir un premier avis avant de décider d'aller créer le case dans The Hive et commencer à travailler. Et enfin, Cortex, au-delà de ses propres analyseurs, il peut invoquer tous les expansion modules de MISP. Et surtout aussi, Cortex et MISP sont intégrés. Ça veut dire que MISP, si vous n'avez que MISP, vous pouvez aussi utiliser Cortex. Parce que en fait, Cortex va arriver comme un enrichment module. Et donc, depuis MISP, vous allez pouvoir utiliser toute la puissance des analyseurs de Cortex. Donc aujourd'hui, on en a 24 analyseurs qui viennent, en fait, ils ont des saveurs. Si je calcule les saveurs, ça en fait une quarantaine. Parce que si je prends, par exemple, ne serait-ce que VirusTotal, par exemple, en fait, il y a VirusTotal pour les URL et il y a VirusTotal pour les fichiers. Donc ça fait 2 saveurs. Si je prends JoSandbox, dont on a JoSandbox analyse de fichiers avec connexion Internet, analyse de fichiers sans connexion Internet et analyse d'URL. Donc tout ce qui est en bleu, blanc, rouge, ça vous rappelle un drapeau, c'est donc ils sont en prod, enfin ils existent déjà. Tout ce qui sont en orange, ils sont en validation chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Donc là, par exemple, typiquement, on a pas mal de contributeurs qui ont contribué, coucou, Irma, WhoisXML API, C1FAP, Yeti, c'est Nabil qui l'a fait. Après, donc, on en a plusieurs en projet qui arriveront, j'espère, bientôt. Guillaume Ross, ici présent, a fait donc, celui de Nessus, et ainsi de suite. On a aussi les capacités, par exemple, depuis Cortex, de rechercher des événements MISP qui contiennent tel ou tel observable. Donc voilà, il y a Google Safe Browsing pour le consultant indépendant anonyme qui est là. Voilà. Donc, je vais faire une démo rapide. Donc après, dans les slides que je donnerai après à Vlad pour publication sur le site, j'ai mis des screenshots. Donc ça, c'est l'interface principale de The Hive. Là-dedans, vous allez retrouver les cases qui sont encore ouverts. Si vous voulez voir ceux qui ont été fermés, vous envoyez vous faites le filtre qui va bien pour voir ceux qui ont été fermés. Ils vont avoir plusieurs tags. Par exemple, si c'est un event qui a été, c'est un case qui a été créé à partir d'un event MISP, il va hériter de tous les tags qui ont été mis dans MISP. Après, donc vous allez avoir la criticité, le nombre de tâches dans le case. Vous allez avoir aussi, vous dire par exemple, il y en a 3 qui sont en attente, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui travaille dessus, et 2 qui sont en in progress. Le nombre d'observables, le owner du case, sachant que chaque tâche peut avoir son owner, mais le case aussi a un responsable, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable, ou elle, qui est responsable du fait que son case vit bien, que les tâches sont bien affectées à des personnes, et ainsi de suite. Après, donc, on peut avoir des stats, le nombre d'ouverts, de fermés,
se résolue le nombre de states. Donc quand on ferme un case dans The Hive, on doit le fermer avec un verdict. True positif, false positif, indeterminate, je ne sais pas, ça arrive dans la vie. On a other, donc c'est quelque chose qui a commencé comme une investigation type incident, mais finalement c'est pas ça. Et puis après, si je dis true positif, je dois donner l'impact. Donc juste oui, non, s'il y a un impact au sens business. Et après, je dois écrire un petit résumé. Donc les top 5 tags, après je peux faire des filtres pour dire, tiens, trouve-moi tel statut, celui qui est tagué comme ça, celui qui a comme assigné Antoine ou Guillaume, la criticité, le titre, etc. Donc là, j'ai le live stream. Donc là, c'est ça qui me permet de voir en live tout ce qui se passe sur la plateforme. Là, typiquement, donc on a l'utilisateur Antoine Steganus qui a lancé plusieurs jobs d'analyse. Donc derrière, ceux-là sont achevés avec succès. Après, je peux aller directement voir le résultat d'analyse. Donc là, je rentre dans un case. Là, c'est un observable, c'est qui est musiclink.jcube.com. Donc là, je vois tous les mini-reports qui ont été générés par les analyseurs. Donc là, j'en ai plusieurs qui sont de type info. Là, il a été trouvé dans un événement MISP. Là, c'est PT, c'est passif total. Donc, il n'a pas trouvé de référence aux int dans son service. Unique Resolutions, il n'a trouvé qu'une seule résolution DNS. Le whois associé, et ainsi de suite. Et donc là, PT dit c'est malware égale false. Mais peut-être qu'il ne peut pas se baser uniquement sur cette information-là. Si je vais ici dans l'observable du case, donc je vais trouver tous mes observables que je vais pouvoir par exemple dire tiens, prends-moi ça, run analyzer, et donc je choisis l'analyseur qui s'adapte au data type de mon observable. Je peux par exemple ici faire des filtres pour pouvoir dire sors-moi que les IP, les domaines, etc. Quand je vais en rajouter un nouveau, c'est assez facile. Donc je précise le data type. On en a un certain nombre par défaut, mais après on peut en augmenter, enfin en ajouter. Donc je sais pas, je dis domaine, par exemple, quelque chose. Donc si j'en ai bulk, donc ça veut dire que je peux en mettre plusieurs. Et puis après, je rajoute soit un tag, soit une description. Je précise le TLP. Par défaut, c'est Umber. Et après, je crée un observable et je l'ai. Et après, je peux commencer à l'analyser. En termes de tâches, donc c'est assez facile. Donc là, je vois qu'il y en a 2 qui sont prises parce qu'ils ont le petit play button à côté. Et il y en a 3 qui sont en attente. Je vois aussi not assigned. Et si par exemple, on a un utilisateur qui arrive sur la plateforme et dit tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je m'ennuie. Il va aller dans Waiting Task et décider de prendre une action, une tâche. Donc là, je vais take. Je vois ici que Bastar Operator, donc c'est moi, donc il a pris la tâche containment. Donc elle est devenue en statut in progress. Et donc là, je dis OK, rajoute new task log, quelque chose. Donc je peux utiliser un indicateur, du texte enrichi ou je l'écris en markdown directement. Je peux rajouter un attachment, add log, et voilà. Donc on voit que Bastar Operator a fait quelque chose ici. Donc si je clique dessus, je tombe dessus directement. Autre chose intéressante, donc c'est les alertes. En termes d'alertes, donc je vais avoir des events qui vont tomber. Donc ça va me dire donc là c'est un event MISP et ça va me dire le statut. Toutes les alertes ont un statut new, sauf pour MISP, il peut y avoir new ou update. Donc c'est une mise à jour d'une alerte déjà vue. La source de l'alerte, la criticité, le nombre d'attributs. Donc là, il a 259 observables. La date, donc là, je peux faire preview in import. Donc c'est un peu long parce que tout ça, c'est en VM. J'ai une VM avec MISP. Donc là, je vois description, format, etc., etc. Donc là, je peux prévisualiser mes différents observables. Et chose intéressante, c'est que je vois aussi les tags dans MISP. Ça me permet de dire, tiens, c'est du ransomware. Moi, je suis particulièrement concerné par le ransomware. Je vais décider d'investiguer. Sinon, je vais dire, finalement, je ne suis pas concerné, hop, ignore. Même si j'ignore quelque chose et après, 2 jours après, je me rends compte que c'est une bêtise, je peux revenir pour tout ce que j'ai ignoré comme alerte pour pouvoir l'importer de nouveau. Si cette alerte, donc on va prendre juste for the kicks, donc on va faire ça, hop, on va prendre ce hash là, je sors de là et je vais aller dans, prenons donc n'importe quelle case, containment, ok, observable,
je rajoute celui-là, je dis OK, ben là, je vais rajouter un hash. Si je fais ça, OK, c'est un IOC, je dis xygreen, quelque chose. Ah, attends, voilà. Donc là, il a créé une nouvelle observable, je lui dis OK, super, bah tiens, je vais le soumettre à VT. OK, donc là c'est bon, j'ai mon rapport. Je vois aussi que là, j'ai le mini-report qui s'est affiché, donc là c'est rouge, il y en a 32 qui le détectent. Si je vais dans le long report, bah, ça va me sortir un peu l'output de VT. Je n'ai pas besoin d'aller sur VT pour regarder tout ça. Si j'ai envie quand même d'aller sur VT, je fais juste View Full Report et je suis envoyé vers VT. Et après, donc, je reviens sur mon alerte. Ici, c'était lequel que je regardais tout à l'heure, je crois que c'est le premier. Bing. Donc ça charge. Et ah, tiens, et maintenant il y a un case qui est similaire. Donc parce que justement, il a vu qu'il y avait un case, donc celui dans lequel je viens de rajouter fictivement, enfin en trichant le hash. Donc il me dit que tiens, il y a un observable. Il n'y a pas d'observables qui sont partagés. Par contre, ben, il y a un IOC qui est partagé entre les deux. Et donc là, je peux dire OK, ben, je prends ça et je le merge dans le case existant. Comme ça, ben, je ne duplique pas les cases. Si j'estime qu'il y a assez d'IOC et d'observables partagés, je vais aussi pouvoir avoir ici le statut si c'est un case fermé pour dire attention, c'est un trou positif que tu as fermé il y a X jours. Donc je peux, en faisant merge in this case, ça va réouvrir le case parce que je trouve une nouvelle information. Et rapidement, donc, pour Cortex, en termes de Cortex, donc là, ça c'est sur l'interface web. Donc là, je vais dire, bah, tiens, cherche-moi tout ce qui contient virus. OK, donc virus share, virus total, scan, etc. Donc je dis, OK, ben, tiens, run. Et là, je précise encore le TLP, le choose data type, etc. Donc on va le faire juste pour le kick. Bon, pardon, c'est pas celui-là. Je vais prendre plutôt le get report. Importe, boum, boum, hash. Est-ce que j'ai toujours le hash? Oui. Donc là, ça va vers le job. Tant que ça se fasse. Voilà. Et donc là, si on regarde, le report, c'est ça. C'est-à-dire que sans le report template, la sortie de Cortex, c'est ça. Or, donc avec les reports templates, donc je peux justement, ce que vous avez vu tout à l'heure, joli en web, donc bah, ça ressemble à ça en réalité. Dans les cases, je peux aussi créer des custom fields. Par exemple, si je prends, je reviens ici, sur mon case, hop, Assert Intelligence. Donc là, je vois que j'ai rajouté un custom field que je peux, ça peut être la business unit, ça peut être le threat actor. Donc le threat actor, c'est CBO. Voilà. Donc après, si j'ai rajouté des métriques, avant de fermer le case, je dois donner ces métriques. Typiquement, là, j'ai rajouté un métrique, c'est unique et successful C2 calls. Donc avant de fermer, je dois dire bah, s'il y a eu des hits uniques sur du C2. Je dois en donner le nombre. Et donc, hop. Donc, je vais passer les slides de démo. Donc, pour finir, je voulais vous donner un peu la vue globale. En gros, Hive permet de recevoir des alertes de ce qu'on appelle des alertes feeders. Donc, ces alertes feeders peuvent être du SIEM, du email, etc. Par exemple, si vous avez Splunk, il y a une application qui n'a pas été faite par nous, mais par un MySNF de Digital Guardian, qui permet de soumettre directement des alertes depuis Splunk vers The Hive. Donc, il se trouve dans Splunk Base, ça s'appelle The Hive Alert. Si vous avez des emails, donc vous pouvez les soumettre, vous les envoyer dans une mailbox, et vous avez un script, Python par exemple, qui va prendre le mail, qui va le parser, et ensuite utiliser The Hive for P. Donc, c'est une librairie qu'on a mis à disposition donc, en Python. Bien sûr, le script donc, doit être en Python. En tout cas, c'est plus simple. Pour pouvoir envoyer l'alerte directement avec les bonnes infos à The Hive. Donc, en gros, vous recevez des alertes de multiples sources et de MISP aussi, bien sûr.
Et derrière, donc, DHive peut analyser donc, via un ou plusieurs cortex donc, des observables. Pourquoi on peut avoir par exemple besoin de 2 cortex? Ça peut être du type ma sandbox d'analyse de malware se trouve donc sur un lien internet complètement dissocié de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et justement, étant donné que ça manipule des données, enfin des choses potentiellement dangereuses, donc je dédie un cortex. C'est vraiment quelque chose qui ne prend pas beaucoup de puissance CPU, etc. pour justement soumettre à cette sandbox. Et j'ai un cortex pour tout le reste en interne pour appeler VT, etc. Le cortex s'appuie sur ces 24 analyseurs sans compter les saveurs, ou peut aussi aller chercher les expansion modules de MISP. MISP à son tour peut venir enrichir les événements à l'aide des analyseurs de cortex, et il y a un analyseur dédié pour cortex pour chercher des événements MISP. Dans donc l'analyseur est multi-instance. Ça veut dire que si j'ai plusieurs instances de MISP, l'analyseur est capable de toutes les interroger ou dire voilà, dans celle-ci j'ai trouvé ça, dans celle-ci j'ai trouvé ceci, etc., etc. Et bien sûr, après, pour peu que vous ayez bien synchronisé vos MISP avec DHive, vous pouvez aller dans l'alerte et dire ok, je vais importer tel événement MISP dans le case sur lequel je suis en train de travailler. Comme ça, après, vous avez toute l'amplitude des observables dont vous auriez éventuellement besoin pour faire le travail. Et enfin, donc DHive est aussi, comme je l'ai dit, capable de recevoir des events depuis MISP. Et bientôt, donc, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Nabil, c'est en septembre, donc fin septembre, qu'on aura la capacité d'exporter directement des events, enfin des cases, depuis DHive vers MISP. Sachant qu'aujourd'hui, c'est une opération semi-manuelle ou semi-automatique. En fait, en gros, on exporte les observables et après, on utilise le free text editor de MISP pour pouvoir les importer. Si on va un peu plus loin, donc ce qui arrive bientôt, j'espère, donc c'est en tout cas en VSQ1 2018, c'est la possibilité d'interagir avec IntelliMQ. Donc IntelliMQ est intéressant parce qu'il va pouvoir ramasser plein de feeds à droite et à gauche, les mettre dans une DB, et derrière la DB peut servir on va dire, de source d'alerte. Par exemple, on dit, si tu trouves une adresse IP appartenant à mon organisation, dans un des feeds, ou si tu trouves un mail, etc., envoie-moi une alerte dans DHive, ça veut dire qu'il y a peut-être de l'information qui est leakée, ou peut-être que j'ai une adresse IP qui est impliquée dans une attaque plus ou moins massive, et ainsi de suite. Et à partir de là, je pourrais les importer, comme je l'ai fait avant, et continuer à travailler. Mais aussi, si j'ai commencé à travailler et que je me rends compte qu'il y a un observable et que je veux voir s'il est dans IntelliMQ, pareil, passer par Cortex pour pouvoir venir interroger la DB d'IntelliMQ. Donc, DHive et Cortex sont disponibles sur une licence AGPL. Vous pouvez les installer à partir d'un RPM, d'un DEB, d'une image Docker, d'un binary package ou construire votre code source vous-même. Il y a quelqu'un aussi qui maintient un script Ansible, donc ce n'est pas nous mais c'est quelqu'un d'autre, donc de Duke University. Donc Duke University aussi utilise DHive. Pour le faire tourner DHive et Cortex, vous avez besoin d'un Linux avec un GRE 8+. Nos guides sont pour Ubuntu, mais vous pouvez utiliser la version qui vous siera. En navigateur, on supporte tous les trois, donc Chrome, Firefox et IE. Quand je dis tous les trois, bien sûr, je ne parle pas d'Opera. Et enfin, nous avons une VM prête à l'emploi, donc avec les dernières versions de Cortex, les analyseurs et DHive, qui est disponible à l'URL indiquée ici. Sachez qu'on ne fournit bien sûr pas les clés d'API pour les services payants. Donc Virus Total ou Passif Total, etc. C'est à vous juste de configurer au bon endroit la bonne clé pour pouvoir interroger. Et si vous voulez utiliser la VM pour jouer avec MISP, c'est ce que j'utilise. Moi, j'utilise les deux VM de démo mis en place par les projets. Il suffit juste de télécharger la VM de démo de training qui est proposée par le projet MISP et vous connecter l'un à l'autre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ?